Mercredi 4 juin 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. La disparition du Parti du Renouveau démocratique ne peut résulter que d'une décision de dissolution prise par un congrès extraordinaire convoqué à cet effet. C'est ce que souligne Maître Adrien Humbedji, président du parti PRD, à travers une lettre adressée ce lundi 2 juin au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, justifiant l'existence légale de sa formation politique pourtant fusionnée avec l'Union progressiste depuis 2022. On en parle plus en détail dans cette édition. Les fidèles musulmans célébreront le vendredi 6 juin prochain la fête de la Tabaski. À cette occasion, l'immolation du mouton est faite pour sacrifier à la tradition. Cependant, les vendeurs de moutons et fidèles tirent la sonnette d'alarme sur l'insuffisance de moutons et les prix de vente. Revivez dans ce journal l'ambiance qui prévaut sur quelques sites de vente de moutons à Cotonou. Les Guépards du Bénin ont effectué ce mercredi en après-midi leur dernière séance d'entraînement à Cotonou avant de s'envoler pour le Maroc. Les Guépards du Bénin affronteront lundi prochain en amical les Lions de l'Atlas. À suivre dans quelques instants, le vice-capitaine Saturnin Alagbé et le milieu de terrain Matteo Arrevi qui évoquent leur intégration au groupe et le niveau de préparation. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Suite à une lettre en date du 26 mai 2025 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, dans laquelle il recadre le secrétaire général adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD sur son communiqué justifiant l'existence de son parti politique qui n'a pas disparu dans la fusion avec l'Union progressiste UP. Le président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Humbedji, a adressé ce lundi 2 juin 2025 une lettre au ministre de l'Intérieur Alassane Seydou justifiant l'existence légale de sa formation politique pourtant fusionnée avec l'Union progressiste depuis 2022. Dans le document, Maître Adrien Humbedji justifie en 4 points l'existence de sa formation. Je suis en effet surpris par le contenu de cette correspondance, car écrit que le PRD a cessé d'exister à compter de la date de sa fusion avec l'UP est tout à fait contraire à la réalité au regard des tests et des faits, a-t-il déclaré. Dans un premier point, Maître Adrien Humbedji s'est conforté du récépissé définitif obtenu par le parti avant la fusion. Il a fait savoir que la demande du récépissé définitif introduite le 24 août 2022 était également postérieure à la signature du protocole d'accord. Il a rappelé au ministre d'avoir certifié que la fusion n'a pas mis fin à l'existence du PRD. Au point 2, le président Adrien Humbedji a indiqué que le protocole d'accord du 21 août 2022 a été signé en vertu d'une résolution du Conseil national du PRD en date du 19 août 2022.
Selon lui, cette résolution indique expressément que le président du PRD est autorisé à signer un protocole d'accord de fusion avec l'Union progressiste UP, conformément aux dispositions des articles 90 et 91 des statuts du PRD. Ces deux articles énoncent noir sur blanc que les décisions de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du PRD, lequel conserve ses attributs, son patrimoine et son autonomie fonctionnelle, excepté ceux concédés. Dans un deuxième point, le président Rumbedji a fait comprendre que la disparition du PRD ne peut résulter que d'une décision de dissolution prise par un congrès extraordinaire convoqué à cet effet. Et cette décision, a-t-il rappelé, devrait être approuvée par la majorité des 3/4 des congressistes en faisant référence à l'article 111 des statuts du parti. Il a précisé qu'il n'y a jamais eu de congrès de dissolution du PRD. Maître Adrien Rumbedji rappelle que l'accord signé le 21 août 2022 entre le PRD et l'UP est intitulé Acte de fusion et non Acte de dissolution. Dans un autre registre, lors d'une sortie médiatique, le chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a réitéré son accusation selon laquelle le Bénin continue d'abriter des militaires français dont l'objectif est de déstabiliser son pays. Il laisse entendre que sans une rupture de coopération militaire entre Cotonou et Paris, Niamey n'ouvrira pas sa frontière avec le Bénin. En réponse à la déclaration du président nigérien, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, a rappelé l'importance pour les deux pays de coopérer. Au micro de Quentin Amoussou et de Nansirine Fatoumbi, l'analyste et consultant politique Agapite Napoléon Mafourikan s'est prononcé sur ces deux sorties et surtout sur les déclarations du chef d'État nigérien. On le suit. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre Bakari, il a raison, il a pleinement raison. Il a d'autant plus raison qu'il ne faut pas oublier que nous avons déjà vécu ce cas avec le Nigeria, le grand voisin de l'Est, comme on l'appelait, ou comme on l'appelle, sans lequel le Bénin, on dirait à l'époque quand le Nigeria éternue, le Bénin est totalement alité. Et pourtant, nous avons vécu ça, on a vécu la fermeture des frontières sous le président Buhari. Il y a eu beaucoup de diatribes qui n'ont pas émoussé la volonté, l'élan du président Talon à garder quand même une certaine dignité du peuple béninois, à incarner cette dignité du peuple béninois face à un certain nombre de situations, même si certaines paraissaient nécessaires, compréhensibles, je veux dire. Je me rappelle encore, il y a quelques années, lorsque le président Obasanjo a fermé sa frontière pour quelque temps, et tout ce que ça a induit ici au Bénin. C'est vous dire que simplement qu'avec le temps, le Bénin a développé une certaine résilience, effectivement. Et donc, ce n'est pas la fermeture des frontières avec le Niger qui va être, disons, le problème de trop pour le Bénin. Cela dit, l'idéal, c'est d'avoir les frontières ouvertes. C'est d'avoir les frontières ouvertes parce que nous sommes des voisins naturels. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer de position. On est voisins. Les peuples n'ont pas de problème. Les peuples interagissent. Les frontières ne sont que des frontières artificielles. On espère que les efforts du Bénin vont finir par prendre. Que le président Tiani va comprendre qu'il ne fait pas du bien à son peuple en gardant la frontière. Aucun terroriste ne passe par la frontière. Nos frontières sont poreuses et il le sait mieux. C'est un stratège militaire, il connaît mieux que moi que les terroristes dont il parle ne passent pas par les frontières officielles. Donc, les mesures de rétorsion qui ont pour conséquence de nuire aux populations, je ne pense pas que ce soit pertinent. Et ici au Bénin, quand le Bénin avait fermé la frontière, beaucoup sont montés au créneau et on a souhaité que ça soit ouvert le plus rapidement possible. Et le président Talon lui-même, 3 mois après, a estimé qu'il y a un temps pour condamner et un temps pour comprendre. Donc, du coup, le Bénin fait ce qui est la plus main et ne peut pas forcer la main au Niger. Donc, je suis totalement d'accord avec le ministre Bakari. Si le Niger n'ouvre pas, ça ne sera pas la fin du monde. Mais les efforts doivent se poursuivre pour qu'on en arrive à la fin de cette situation.
Je l'annonçais au sommaire de cette édition, les fidèles musulmans célébreront le vendredi 6 juin prochain la fête de la Tabaski. C'est ce qu'a annoncé l'Union islamique du Bénin UIB le 27 mai 2025. Cette date résulte des observations lunaires faites par la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. À cette occasion, l'immolation du mouton est faite pour sacrifier à la tradition. Cependant, les vendeurs de moutons et fidèles tirent la sonnette d'alarme sur l'insuffisance de moutons cette année et le prix des ventes. À l'instar de cette célébration, Francis Faramé nous fait vivre l'ambiance qui prévaut sur quelques sites de vente de moutons à Cotonou. Suivons ensemble. La fête du mouton, c'est dans quelques jours. L'Aïd el-Kébir, une des fêtes les plus importantes de la communauté musulmane. Une célébration dont la tradition implique l'immolation du mouton en mémoire du sacrifice qu'Allah le Suprême a demandé à Abraham pour ébranler sa foi. À quelques jours de la fête, c'est la morosité chez les vendeurs de moutons. Moi, j'ai venu ici maintenant depuis lundi maintenant. Personne n'est pas venu. Le temps est dur. Il vient, il demande, il dit, il vient. Il vient, il demande, il dit, il vient. Donc on est en train de faire prière pour que chacun va trouver l'argent pour venir prendre son mouton. Comparé aux années antérieures, le constat ici n'est pas réjouissant. L'année passée là, on a beaucoup vendu parce qu'il y en a mouton. Le mouton est venu partout. Mais l'année là maintenant, il n'y a pas mouton, il n'y a pas client. Vous voyez, donc avant on reste sur le bord du pavé. Et maintenant, mairie dit qu'il ne veut pas voir quelqu'un dans le voie de 40 là. Ils ont refusé de rester là-bas. Toutefois, immoler un mouton le jour de la Tabaski n'est pas une obligation. Je n'ai pas les moyens de me prendre un mouton ce jour-là. Et que le lendemain, c'est-à-dire le 11e jour, il arrive que je trouve l'argent. Dieu nous a donné la possibilité encore d'immoler le mouton le 11e jour. Ça veut dire que c'est encore valable le 11e jour, c'est-à-dire le lendemain. Je n'ai pas la possibilité le 11e jour. C'est le 12e jour que, par chance, j'ai obtenu quelque chose qui peut me permettre d'aller honorer cette promesse-là d'Allah. Ça, je peux encore le faire le 12e jour. Même le 13e jour, jusqu'au 13e jour, c'est encore possible. Rendez-vous donc le vendredi 6 juin 2025, un grand jour pour les fidèles musulmans. Dans un autre registre, l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, a participé à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement organisée ce mercredi 4 juin 2025 par Système des Nations Unies en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Une participation active et riche en connaissances. Le reportage avec Anedo. Célébration de la Journée mondiale de l'environnement au Système des Nations Unies au Bénin. Organisée en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette célébration a réuni des acteurs impactants du milieu. Partenaires privilégiés du Système des Nations Unies au Bénin, l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, représentée par sa présidente et son secrétaire général, a participé de façon active à cet événement basé sur un thème de défi. Nous avons toutes et tous une histoire, un souvenir, un lieu, une rivière, un arbre, une plage qui nous a marqués et que nous aimerions préserver. Pour cette édition 2025, le thème choisi est mettre fin à la pollution plastique mondiale. Et ce n'est pas un slogan abstrait, c'est un appel direct car le plastique est partout, souvent invisible et pourtant omniprésent, dans nos maisons, dans nos assiettes, nos océans et désormais dans nos propres corps. Ce matin encore, en préparant cette intervention, je me suis demandé combien de plastique je consommais sans y penser et combien de ces objets auraient pu être évités, réutilisés ou remplacés par des alternatives. C'est un combat qui peut sembler immense, voire décourageant, mais c'est aussi un combat que nous pouvons gagner.
Diverses activités ont meublé cette journée pour expliquer les dangers de l'utilisation du plastique dans le monde. La solution, plus d'innovation et plus d'alternatives. Aujourd'hui, on voudrait nous rappeler que tous les déchets de plastique et tout ce qu'on fait, on va transformer ça dans quelque chose de très utile pour nous. Et on va aménager aussi notre bureau, notre maison, et là qu'on part pour assurer que le plastique, c'est hors de... Le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, n'est pas resté en marge de ces solutions. C'est un appel à plus d'innovation. C'est un appel à plus de créativité. C'est un appel à sortir de la routine pour dire, après avoir fait tout ça, si nous n'avons pas de résultats, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore expérimenté? Et que nous nous questionnons, que nous nous remettions en question, en cause, y compris l'État. Depuis les lois, nous votons des lois qu'on n'arrive pas à appliquer. Mais pourquoi? Est-ce que ces lois sont adaptées? Et surtout, de se dire, vous l'avez dit, que c'est le geste de chacun individuellement, y compris l'éducation depuis la maternelle, qui nous permettra de sauver la planète et donc de vaincre les sachets plastiques. Le système des Nations Unies, par cette célébration, a rappelé l'importance de préserver l'environnement pour les générations futures. Action que s'évertue à faire l'ASE CIFRED, qui va célébrer la Journée mondiale de l'environnement le 12 juin prochain à travers un riche programme. Autre information dans cette édition, un accident de circulation s'est produit dans la matinée de ce mercredi 4 juin 2025 à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi. Le drame a impliqué un jeune homme à moto, un tricycle et un minibus. Le bilan fait état d'un mort. Selon les informations, le jeune homme circulant à moto a été percuté par un tricycle. Lors de sa chute, un autobus lui a roulé dessus. La victime est décédée sur le coup. Le conducteur de tricycle à l'origine de l'accident a pris la fuite. Alertés, les policiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder au constat d'usage. Pour l'heure, une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident et situer les responsabilités. Cette édition se poursuit. L'utilisation de nos jours du téléphone portable s'impose dans notre quotidien. Pourtant, certains militent pour une vie sans portable qui favorise les rapports humains. Une grande majorité de la population est complètement accro à son mobile. Mais il reste encore quelques personnes qui peuvent limiter son usage. Peut-on vivre sans téléphone portable de nos jours? À cette question, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont répondu. Suivons-les au micro de Francis Olafarami et de Nansirine Fatoumi. Ça va être un peu difficile parce que c'est la nouvelle technologie comme vous venez de dire. Comme dit quelqu'un sur ce même téléphone qui a l'information, a le pouvoir. Je dirais que ce n'est pas possible parce que aujourd'hui, la majorité de ce que nous faisons sont en ligne. Bon, c'est là où nous digitalisons les choses, où chacun veut se faire voir sur les réseaux sociaux. On ne peut jamais vivre sans le téléphone portable. Si vraiment tu es un être humain vivant, et ton portable doit être avec toi, puisque les gens auront besoin de toi à tout moment. Vous voyez qu'il y a des ventes en ligne, non? Tout ça là, ces ventes en ligne là, s'il n'y avait pas le portable, celui-là, il sera noyé dans ce qu'on connaît hier. Ça ne peut qu'être prospectus de papier et ça va atteindre combien de personnes? S'il a un WhatsApp et qu'il met son truc en ligne pour se faire connaître, vous voyez combien de personnes va l'entendre. De nos jours, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. Mais il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone portable parce que quand la famille a un petit problème, on va t'appeler. À cause de ça, là, je connais beaucoup de frères et qui n'aiment pas utiliser le téléphone portable. Il y a des gens qui disent effectivement qu'ils ne peuvent pas vivre, qui peuvent vivre sans le téléphone portable. Bon, je dirais ça là, ça ne les engage. Dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons des familles ailleurs de nous. Et c'est le téléphone qui nous permet de les joindre. Maintenant, si celui-là dit qu'il n'a pas besoin de portable, alors s'il a la capacité sans le portable de joindre ces familles qui sont loin,
ou bien ceci. Chaque fois, il va se déplacer d'ici vers sa famille. Alors là, bon, ça ne regarde que lui. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, bon, on peut dire que de ne pas penser trop de temps sur le portable, mais dire qu'on peut vivre sans le portable, là je vois que c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de nos jours. Vivre sans le portable, c'est vraiment difficile. Sans le portable, je pense pas que l'homme n'est pas... C'est tout d'abord, celui qui n'est pas avec son portable, il n'est pas un homme sérieux. Et puis on parle sport à présent. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition. Les Guépards du Bénin ont effectué cet après-midi leur dernière séance d'entraînement à Cotonou avant de s'envoler pour le Maroc, où ils affronteront les Lions de l'Atlas lundi prochain en amical. Pour ce regroupement du mois de juin, plusieurs joueurs connaissent leur première en équipe nationale. Saturnin Alagbe, vice-capitaine des Guépards, et Matteo Arlenvi, milieu de terrain, évoquent leur intégration au groupe et leur niveau de préparation. Suivons ensemble. Non, je pense que voilà, effectivement, ça va permettre quand même au coach aussi de voir d'autres joueurs. Ça va permettre voilà, de juger aussi leur capacité d'intégrer ce groupe. Je pense que la majorité des joueurs qui sont là se connaissent depuis toujours. Je pense pas, quand je prends les jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui sont côtoyés depuis des années dans ce championnat. L'ambiance se passe super bien. Nous, les cadres, voilà, on essaie quand même de rester soudés avec eux et de leur montrer aussi la voie. Et je pense qu'ils sont à l'écoute et sur le terrain, en dehors, tout se passe super bien. Toujours une bonne ambiance, ils sont arrivés, ils ont été bien accueillis et maintenant ils font partie du groupe, donc tout se passe bien. On a fait une bonne séance ce matin et ça fait maintenant une semaine qu'on est au Bénin, donc le stage se passe bien pour l'instant. Voilà, c'est juste un truc de mise en place que le coach est en train de faire pour pouvoir voir chaque joueur à son poste. Et je pense que là, voilà, on essaie quand même de faire un petit jeu et pour rester dans le dynamique de ce qu'on a commencé à faire depuis le début de la semaine. On a fait la première semaine du coup, donc là on va commencer, je pense, à peaufiner la tactique du match. C'est le coach qui gère le problème. On parle toujours sport, c'est l'heure de vérité dans le championnat national du Bénin. À l'aube de la dernière journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025, la tension est à son comble sur tous les terrains. Lutte pour le titre, bataille pour le maintien et place africaine encore en jeu. Pour décrypter les enjeux de cette ultime journée décisive, Romaric Djessougogbenou est allé à la rencontre de quelques journalistes sportifs béninois. Analyse croisée dans ce propos recueilli. Il y a pas mal d'enjeux dans cette dernière journée du championnat béninois de football. Déjà pour le titre de la poule A, la première place qui se joue entre Dadier et Cavalier. Dadier qui a d'ailleurs son destin en main parce qu'en cas de match nul ou victoire, ils vont se qualifier. Même s'il y avait des défaites, il va falloir regarder les confrontations directes et même le goal à virage. Donc je pense qu'à ce niveau, Dadier est en train de se diriger vers le titre de leader dans cette poule A. Ensuite, il y a aussi le maintien en deuxième division qui va se jouer entre les Buffles, Banigancé et Panthère. Je pense que les Buffles et Banigancé sont en ballottage favorable parce qu'ils ont aussi leur destin en main. En cas de victoire, ils peuvent aussi se maintenir en première division. Le problème, c'est au niveau des Panthères qui, eux, n'ont pas leur destin en main. Il faut qu'ils gagnent leur match et espèrent également un mauvais résultat de leurs concurrents directs, que ce soit Banigancé ou les Buffles, pour espérer se maintenir. Pour la descente, ça se joue aussi, je veux parler de la descente en troisième division. Ça se joue entre 4 clubs. On a Tonnerre, mais aussi Real Sport qui vont tout faire, qui vont tout faire pour se maintenir en deuxième division. Donc il y a aussi des enjeux à ce niveau. Le maintien en deuxième division, parce qu'il y a des clubs qui veulent aussi jouer, ne serait-ce que la saison prochaine. Le groupe B, c'est presque fait. Les leaders de ce groupe, déjà 3 fois champions du Bénin, Coton FC, auront à jouer l'AS Police, qui n'est pas forcément l'adversaire le plus coriace qu'ils aient affronté au cours de
de cette saison, ce qui veut dire que théoriquement, les pronostics donnent déjà l'avantage au Coton FC qui, avec une victoire, ça assure le titre de champion dans ce groupe-là. Et derrière eux, nous avons la Sobemap qui aura aussi un match compliqué à jouer. Bon, même en cas de victoire de la Sobemap, il faudrait forcément compter avec une victoire de Coton pour commencer à sortir les calculettes. Autrement dit, c'est bien fait. Même si dans le groupe A aussi, au cas où Cavalier gagnerait, que Dadje aurait à perdre, il faudrait sortir les calculettes parce qu'il faudrait retourner au goal average, les confrontations directes entre les deux clubs, des choses qui ne sont pas faciles. De toute façon, tous les matchs sont en jeu et toutes les équipes vont vraiment se donner. Mais dans la poule B, on sait qu'il n'y aura personne en 3e division parce que la jeunesse sportive de Ouidah est descendue depuis le Ligue 3 division depuis. Cela laisse quand même la latitude aux autres clubs de se battre, soit pour la première ou la 2e division. L'un et dans l'autre, je pense qu'on a quand même vécu une très belle saison où il y a eu quand même de la rivalité, où il y a eu de l'adversité. Il y a eu quand même ce mano à mano, ce suspense évidemment jusqu'à la fin. Donc il a fallu quand même l'avant-dernière journée pour qu'on puisse véritablement avoir une idée du classement, pour qu'on puisse avoir une idée beaucoup plus de ceux-là. Voilà, qui sont les plus dominants de leur zone, ceux-là qui peuvent aussi donc, se qualifier pour la division d'élite la saison prochaine. Donc, bref, je pense que les deux zones nous ont vraiment tenus en haleine de par leurs différentes équipes, de par leur championnat respectif. On a quand même de belles équipes aussi, de belles équipes notamment dans la zone B, la Sobemap et l'USS Krake aussi qui n'ont rien lâché tout au long de la saison. C'est vrai qu'à un moment donné, effectivement, ils n'ont pas vraiment rivalisé pour le titre, l'USS Krake surtout. Mais je pense que ça a été quand même l'une des bonnes et meilleures équipes de cette saison parce qu'elle a pu quand même s'accrocher à la 5e place, ce qui n'était pas du tout donné d'avance, ce qui donc n'était pas une évidence au départ. Donc voilà. Après, dans la zone A, il y a également l'équipe de Cavalier aussi qui a été une véritable surprise dans cette zone A. Là, je dois voir cette équipe à ce niveau, la voir rivaliser avec Dadje FC, disputer donc pourquoi pas les premiers rôles, les premières places donc, de cette zone A avec Dadje. Pour moi, ça a été l'une des bonnes surprises d'ailleurs de cette zone A, bien sûr, durant ce championnat. Parlons toujours sport, blessés lors du stage de préparation, ils ont été jugés inaptes par le staff médical après évaluation. Une décision difficile mais nécessaire selon le sélectionneur Raymond Tchaye. Leur santé passe avant tout. Le staff reste confiant pour leur retour en vue des qualifications à la CAN U20. Prompt rétablissement à Noguepa. Les deux joueurs étaient pressentis comme titulaires pour le tournoi. Leur absence oblige le staff à réajuster ses plans tactiques en urgence. Le groupe solidaire a réagi avec détermination à cette nouvelle. Les regards sont désormais tournés vers les jeunes remplaçants prêts à saisir leur chance. Dans le même registre, le programme pour la Wafocop U20 Ghana 2025 est désormais connu. Placés dans un groupe relevé, les protégés du sélectionneur Raymond Tchaye entameront la compétition le 16 juin à 17h30 contre les redoutables Éléphantos de la Côte d'Ivoire. Le 19 juin à 15h30, les Béninois devront se mesurer aux Lionceaux du Sénégal, l'un des grands favoris de cette édition. Enfin, le 21 juin à 16h30, ils tenteront de conclure la phase de groupe en beauté face à une équipe accrocheuse de la Sierra Leone. Tous les matchs de poule se dérouleront sur la pelouse 2 du centre technique de la Fédération ghanéenne de football à Pram-Pram, transformé en véritable cœur du football ouest africain pendant cette compétition. Il faut préciser que les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale qui se joueront à l'université de Legon à Accra. Les demi-finales et finales s'y dérouleront également dans une ambiance qui promet d'être électrique. À l'échelle internationale en Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam a bien été radié de la liste électorale définitive. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données
mis en ligne dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 juin par la Commission électorale indépendante CEI. Celle-ci a donc appliqué la décision de justice ordonnant la radiation de cet opposant. Autres opposants absents de la liste électorale, on note Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé-Goudé. Selon les informations, la Constitution ivoirienne impose aux candidats à la présidentielle d'être exclusivement ivoiriens. Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition, avait la nationalité française depuis 1987. Il en a été libéré le 20 mars 2025, soit 4 mois après la dernière révision de la liste électorale. Fin avril, la justice a estimé que Tidjane Thiam n'était plus ivoirien au moment de son enrôlement en 2022, une décision fondée sur le Code de la nationalité. Lequel code précise que tout Ivoirien majeur perd sa nationalité quand il acquiert volontairement une nationalité étrangère. Cette décision ne peut pas faire l'objet d'un appel. Elle s'impose à la commission électorale qui juge impossible de réviser le nouveau fichier électoral avant la présidentielle fin octobre 2025. Tidjane Thiam se retrouve donc aujourd'hui inéligible. Le président du PDCI dénonce dans un communiqué son élimination de la liste électorale qui constitue, selon lui, un exemple de la dérive de la Côte d'Ivoire vers une absence totale de démocratie. Il a annoncé saisir le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à cet effet. Autres opposants absents de la liste, l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ex-premier ministre en exil Guillaume Soro et l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé-Goudé. Tous les trois sont radiés depuis leur condamnation respective par la justice ivoirienne. Direction le Mali à présent, le JNIM, entendait groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, a diffusé pendant la nuit du 1er juin 2025 de nouvelles images et un nouveau bilan de l'attaque de camp militaire de Boulikessi survenue dimanche dans la région de Douentza, dans le centre du pays. Selon une source, le JNIM revendique plus de 100 militaires tués lors de l'attaque et 22 capturés et retenus en otage. L'armée et les autorités de transition demeurent silencieuses sur le nombre de soldats tués au combat. Depuis, d'autres dépouilles ont été retrouvées aux alentours du camp. Des supplétifs russes de Wagner figureraient parmi les victimes selon plusieurs sources sécuritaires et civiles maliennes. Aucun corps de mercenaires russes n'a cependant été exhibé dans les publications du JNIM qui a égrené ces derniers jours des vidéos effroyables. Les djihadistes affirment également détenir 22 soldats maliens capturés dimanche et retenus en otage depuis. Des vidéos montrent ces soldats par petits groupes. Ils s'ajoutent aux autres militaires déjà capturés lors de précédentes attaques dont le nombre précis n'est pas connu. Devant l'ampleur de la tragédie, l'armée malienne avait reconnu dimanche l'attaque de Boulikessi et la mort des soldats ayant combattu jusqu'à leur dernier souffle, mais sans donner aucun bilan. Au lendemain de la prise du camp de Boulikessi, lundi 2 juin, le JNIM menait une série d'actions simultanées contre des cibles militaires à Tombouctou. Le JNIM a revendiqué une dizaine de morts et de blessés dans ces attaques. L'armée s'est félicitée d'avoir déjoué une tentative d'infiltration à Tombouctou et neutralisé 14 terroristes sans évoquer le nombre de militaires tués. Le dernier communiqué de l'armée publié ce mercredi est consacré aux lourdes pertes qui auraient été infligées aux terroristes dans le secteur de Diafarabé. Dans la population malienne, certains estiment que les citoyens n'ont effectivement pas à être informés de ces réalités sensibles du terrain et jugent que c'est l'affaire de l'État et de l'armée à l'œuvre pour la sécurité du pays et la souveraineté nationale.
Au Sénégal, pour finir, c'est la fin du dialogue national sur le système politique. Pendant une semaine, les partis politiques sénégalais, le pouvoir, l'opposition et les membres de la société civile ont débattu sur les mesures à prendre pour consolider la démocratie, sur le déroulement des élections, le financement des partis politiques, mais aussi les droits et libertés. Difficile de trouver un consensus et pour preuve, la cérémonie de clôture a pris du retard, le temps de lisser les derniers différents. Parmi les points d'accord, on note l'interdiction de cumuler la fonction du chef de parti et de chef de l'État ou encore d'être ministre et président d'un conseil départemental. Un oui de principe a également été donné à l'adoption d'un bulletin unique plutôt que des bulletins par candidat, mais aussi au fait de donner le droit de vote aux détenus, tout cela sous réserve d'une étude de faisabilité tout de même. Les participants sont aussi tombés d'accord sur le principe de donner un statut à l'opposition et de réduire le nombre de partis politiques. Cependant, des désaccords subsistent quant à la façon d'y parvenir, sachant qu'il y a 386 formations politiques au Sénégal pour 18 millions d'habitants. Les participants ne sont pas mis d'accord pour demander l'abrogation des articles controversés du Code pénal qui autorisent des poursuites pour atteinte à la sûreté de l'État et offense au chef de l'État, des articles qui ont servi dans le passé à politiser la justice. La prochaine étape est désormais de soumettre ces recommandations au président de la République qui s'est engagé à faire appliquer tous les points de consensus. L'une des grandes demandes formulées ici est celle de voir les recommandations appliquées, sachant qu'aucune de celles formulées il y a un an n'a encore été appliquée. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAV TV.